Bah tu vas sûrement être étonné, mais la soie d'araignée est vraiment un matériel qui cache bien ses propriétés, parce que quand on voit en se baladant ces petites toiles toutes fines, on se dit qu'en soufflant 2 fois dessus, elles se casseront. Bah oui, en même temps, c'est pas non plus très solide, hein. Mais non, justement, tu me déçois. Je te voyais tout de même avec un peu plus d'imagination. La soie d'araignée a des propriétés que beaucoup d'entre nous ignorent. Elle est à la fois résistante, adhésive, rigide et élastique. Et tu savais que les araignées choisissaient les propriétés de soie toile en la tissant? En effet, elles peuvent modifier la quantité d'eau présente dans leur soie. Ah bon? Et oui, elles parviennent à ajuster la proportion d'eau qu'elles contiennent. Et grâce à plusieurs types de glandes placées dans son abdomen, elles fabriquent différents types de toiles, comme des toiles qui entourent les œufs, celles qui collent qui permettent d'attraper les proies, ou bien encore une soie résistante qui permet à la toile de garder sa forme malgré les intempéries de la nature. Stylé! Mais du coup, la prochaine fois, je les enlèverai plus. Ça me fera une raison de plus pour pas faire le ménage. Nous, on va surtout s'intéresser à 2 de ces propriétés, la résistance et l'élasticité. Mais tu sais toi, d'où elles viennent ces propriétés de la toile? Ces propriétés peuvent être en partie expliquées par la composition de la soie, car la soie d'araignée est une fibre de protéines. Cette fibre est constituée de 2 éléments majeurs. La fibroïne est 63,5% de la toile et la séricine avec 22,5% de la composition de la toile. Du coup, dans un fibrille de soie d'araignée, ce sont les petits filaments très fins qui constituent un fil de toile. La séricine entoure la fibroïne. Donc, regarde. Pour commencer, c'est grâce à la fibroïne que la soie d'araignée comporte ces propriétés remarquables. La séricine donne juste la couleur. Donc, creusons un peu plus sur la fibroïne. La fibroïne, qui est aussi souvent appelée spidroïne, est une protéine de structure qui est formée de 3 acides aminés, l'alanine, la glycine et la sérine. Ensuite, la fibroïne est formée d'hélices alpha et de feuillets bêta. Les hélices alpha sont créées par l'enroulement de la chaîne polyeptidique sur elle-même, d'où la forme d'hélice. Ces hélices sont très riches en glycine et de plus avec leur forme de ressort et leurs nombreuses lésions hydrogènes, ça joue un grand rôle dans l'élasticité du fil. Alors que les feuillets bêta ont plutôt une forme d'ondulation. Ils sont empilés successivement mais toujours en alternant le sens. Quoi? En alternant le sens? En fait, la première couche de ces feuillets bêta de la chaîne des acides aminés va être ordonnée dans un certain sens. Et puis la deuxième couche, elle va aller dans le sens contraire. Et inversement. On dit alors que les feuillets bêta sont antiparallèles. Cette superposition participe à la résistance de la toile. Ces feuillets bêta antiparallèles, ils sont riches en alanine, mais ils ont aussi beaucoup de liaisons hydrogènes, qui néanmoins restent faibles. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas fortes. Donc on peut facilement les rompre, ce qui rend alors la soie très flexible et ça joue du coup sur l'élasticité. Pour finir, grâce à ce dernier schéma, on peut voir qu'il y a une troisième structure qui compose la fibroïne. Parce que là, on a les feuillets bêta, les liaisons alpha et cette dernière structure. Mais cette structure, elle n'est pas définie, donc on ne sait pas. Donc, Pauline, si j'ai bien tout suivi, la fibroïne, qui représente plus de 60% de la soie d'araignée, est composée d'hélices alpha, de feuillets bêta et d'une structure non définie. Et c'est la protéine à l'origine de l'élasticité et la résistance d'une toile. C'est ça. Et l'hélice alpha est le fait que les liaisons entre les feuilles bêta antiparallèles sont faibles, engendrent l'élasticité, alors que la superposition des feuillets bêta crée la résistance de la soie. Mais c'est que t'es une bonne élève, toi, dis donc. Mais c'est quand même dingue qu'un tout petit fil comme ça soulève des montagnes. Enfin, des montagnes, abuse pas non plus, hein. Tu m'as compris. D'ailleurs, si nous allions faire une petite expérience pour prouver l'élasticité et la résistance d'une toile, parce que c'est bien beau tout ce blabla, mais moi je veux une preuve concrète. Eh ben, c'est parti mon kiki alors. C'est l'heure de l'expérience. La tête dans le microscope. Au labo, c'est rigolo. On allume un feu? C'est pas un jeu. Alors Marine, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui?
Je te propose une petite analyse de l'élasticité pour commencer. D'accord, et ça consiste en quoi? Rien de très compliqué, t'inquiète pas. Alors on va tester l'élasticité de plusieurs fils plus ou moins résistants et ensuite comparer leurs résultats. Donc, les résultats de notre expérience, c'est que pour l'élastane, c'est passé de 10 cm à 33 cm. Il y a donc une augmentation de 23 cm. Ensuite, le coton, il est passé de 10 cm à 13 cm. On peut dire qu'il est complètement perdu. Il y a juste une augmentation de 3 cm. Le fil de pêche, il est complètement perdu, lui. Il est passé de 10 cm à 12, donc une augmentation de 2 cm. Ensuite, la toile d'araignée, le plus important, est passé de 10 cm à 20 cm. Il y a donc une augmentation de 10 cm. On peut même observer qu'entre 10 et 20, ça a doublé. Ensuite, pour le collant, il est passé de 5 cm à 9 cm. Il y a donc une augmentation de 4 cm. Et pour finir, l'élastique, il est passé de 5 cm à 29 cm. Donc une augmentation de 24 cm. Tout à fait. Du coup, on peut en conclure que l'élastique est en première position, suivi très près de l'élastane et enfin la toile d'araignée. Cependant, il faut préciser que nous avons utilisé des matériaux avec pas du tout le même diamètre. Du coup, le fil élastique était beaucoup plus épais que le fil de toile d'araignée. Et oui, le fil d'araignée est bien placé dans notre classement, mais pas seulement dans notre classement. C'est prouvé, la soie d'araignée est un matériau élastique. En effet, elle a une résistance de rupture en traction très élevée, soit de 1000 mégapascales. Cela se situe entre le Kevlar et le nylon. Le Kevlar dépasse tout le monde avec ses 3000 mégapascales et le nylon est un peu plus derrière avec ses 500 mégapascales. C'est ainsi que nous avons fait ce petit podium. Donc en premier, on a le Kevlar, suivi de la toile d'araignée, puis le nylon. Passons aux choses sérieuses. Nous voulons tous savoir si Spider-Man tient suspendu à un fil. Du coup, on va calculer la résistance d'un fil. Je propose une nouvelle expérience. C'est parti. C'est l'heure de l'expérience. La tête dans le microscope. Au labo, c'est rigolo. On allume un feu, c'est pas un jeu. Pour seconde expérience, nous allons commencer par mesurer la résistance de la toile d'araignée à l'aide de toiles, tout simplement. Et voici le protocole. Alors, nous aurons besoin d'une potence, de masse marquée à accrocher, une tige et bien sûr de toile d'araignée. Alors, pour commencer, on procède à une manipulation très délicate, c'est-à-dire attraper des toiles d'araignée sans les abîmer, en sachant que les araignées, il n'y en a pas dans tous les coins l'hiver. Alors, on fait avec ce qu'on a pu, c'est-à-dire des toiles venant de nos greniers et de nos garages. Mais bon, on ne peut pas faire mieux. Et on avait aussi notre araignée personnelle, Gégé l'araignée. Bon, arrête. Tout le monde n'a pas besoin de connaître nos difficultés à avoir des toiles d'araignée. Oui, tu as raison. Donc, on va commencer par accrocher le morceau de toile à un trombone, dont nous avons préalablement mesuré sa masse. Et ce trombone est lui-même attaché à la potence. Ensuite, on y suspend les masses marquées. Attention, attention! Faites très attention! Ah, et ben zut, il a craqué. Et on répète ça plusieurs fois en n'oubliant pas d'inscrire nos résultats. Et voilà, une fois fini, on n'a plus qu'à analyser ce qu'on a obtenu. Donc, après plusieurs essais et plusieurs fils, on peut noter que le poids supporté maximal est 4,2 g. Malheureusement, notre essai à 5 g est un échec. On a donc de bons résultats, mais 4,2 g, c'est quand même loin de supporter un homme, hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, il faut pas croire non plus qu'un petit fil créé par une petite bête pas plus grande qu'une main ça dépend lesquels, hein. est capable de supporter le poids d'un humain. Ouais, du coup, c'est vraiment pas possible, quoi. Ah, va se motiver. Pour te remonter le moral, je vais te raconter une petite blague. Un atome réconforte son ami qui a récemment perdu un électron. Et tu sais ce qu'il lui dit? Non, je vois pas trop, là. Bah reste positive, dis donc. Ah, d'accord, oui. Bon, je garde espoir. Mais
j'ai une idée en fait. Si on veut augmenter la masse que les fils peuvent supporter, il suffit juste de multiplier ces fils. Tu es définitivement le futur génie de ce siècle. Oh là là, c'est bon, laisse-moi tranquille un peu. Bon, alors, on fait ce calcul? Allez, c'est parti. Donc, on a trouvé par notre expérience qu'un fil, malgré sa qualité moyenne, supporte au maximum 4,2 grammes. On va donc multiplier pour savoir combien de fils il faudrait pour supporter un homme, soit 70 kg. Déjà, il faut convertir les 70 kg en grammes, ce qui nous fait donc 70 000 grammes. Nous effectuerons donc un produit en croix. Pour cela, nous ferons le calcul 1 fois 70 000 divisé par 4,2. Ce qui nous donne un résultat de 16 666,6667. Le résultat est donc que pour supporter un homme, il faut 16 667 fils d'araignée. 16 667, ça fait beaucoup. Mais cela est dû à la qualité moyenne de nos fils qui ont été abîmés par le trajet et les manipulations. Ces résultats nous ont l'air plutôt faux, mais nous voulons toujours savoir si un homme peut être suspendu à un fil. Exact. Pour cela, nous devons préalablement mesurer le diamètre d'un fil. Youpi, c'est notre jour de chance. Encore une expérience. Eh oui, Pauline. Go le labo. C'est l'heure de l'expérience. La tête d'un microscope. Au labo, c'est rigolo. On allume un feu? C'est pas un jeu. Nous allons donc procéder à une diffraction pour mesurer le diamètre d'un fil de soie d'araignée. Le principe consiste à projeter le faisceau d'un laser sur un fil dont on connaît le diamètre, puis de mesurer la taille de la tâche de diffraction. Alors, la tâche de diffraction, c'est la plus grande des tâches qui se situe au milieu de la feuille. On procède en ce même avec plusieurs fils de tailles différentes, afin d'obtenir une courbe d'étalonnage. C'est donc parti pour le protocole. Alors, Marion, on a besoin de un laser, une feuille blanche, un porte-diapositive, des diapositives avec des fils de diamètre connu, 1 mètre, une règle et des fils d'araignée. Alors, on place le laser à 2,10 m de la feuille blanche et on installe tout le reste du montage. Et c'est parti, on place le faisceau du laser précisément sur le fil qui est dans la diapositive et puis bien sûr, on n'oublie pas d'éteindre la lumière. Ah ouais, je vois sur la feuille. Il y a tout plein de petits traits et la grosse tache au milieu. Ok, donc on note les limitations de la tâche et puis on finit par mesurer la longueur de cette tâche qui est donc la tâche de diffraction. Exact. Et puis, on recommence pour tous nos fils jusqu'à obtenir un tableau récapitulatif des valeurs. Donc, grâce à l'expérience faite juste avant, on a obtenu ce tableau récapitulatif. Pour un fil de diamètre 60 micromètres, on a une longueur de la tâche de 21 mm. Pour un fil de 80 micromètres, on a une longueur de la tâche de 19 mm. Pour un fil de diamètre 100 micromètres, on a une longueur de tâche de 14 mm. Et en dernier, pour un fil de 120 micromètres, on a une longueur de tâche de 13 mm. Nous avons également calculé la longueur de la tâche de deux fils d'araignée. Donc la première, nous avons obtenu 33 mm et la deuxième 53 mm. Bien sûr, le but de cette expérience est de trouver le diamètre du fil. Grâce à nos résultats, nous avons réalisé un graphique du diamètre du fil par rapport à la longueur de la tâche de diffraction. Et donc, ce graphique comprend une courbe d'étalonnage et une courbe de tendance. Donc, grâce au graphique qu'on a pu faire sur Excel, on a pu trouver l'équation de Y qui est égale à 6,4804x moins 18,547. Bon, maintenant qu'on a notre équation, on peut, grâce à elle, trouver le diamètre des deux fils qu'on a étudiés. Du coup, par la méthode de la diffraction, avec les fils de toile d'araignée, on a trouvé pour le premier fil que la tâche de diffraction mesurait 33 mm et pour le deuxième 53 mm. Du coup, on sait que Y, l'équation de la droite, vaut 6,4804, X moins 18,547. Et on sait également que X1 est égal à 33 mm et X2 est égal à 53 mm. Du coup,
On a juste à remplacer les x dans l'équation et on obtient donc pour le premier fil un résultat de 195,3062 micromètres et pour le second fil, on obtient un résultat de 324,9142 micromètres. On peut donc conclure que pour les fils d'araignée qu'on a étudiés, ils ont un diamètre d'environ 195 micromètres et 325 micromètres. Et il faut tout de même avouer que ces résultats ne sont pas forcément très réels, car tout d'abord par la qualité moyenne de nos fils et aussi la difficulté d'obtenir un seul et unique fil pour cette expérience. Effectivement, Pauline, tout cela n'est pas favorable à de bons résultats. Cependant, on peut quand même dire que cette expérience était fort amusante. Je suis d'accord. Et nous sommes tout de même allés au bout de l'expérience. Nos résultats sont donc pas très justes, on a donc préféré faire des recherches sur internet et auprès des gens que nous avons interviewés pour être sûr de la bonne mesure du diamètre d'un fil. Nous avons donc choisi la mesure 70 micromètres, mais il faut bien noter que la valeur d'un diamètre de fil de toile d'araignée est très fluctuante, elle varie en fonction de toutes les toiles et de toute la qualité de la toile. Du coup, maintenant le diamètre trouvé, ou plutôt pas trouvé, c'est le moment de calculer si un homme peut être suspendu à une toile. C'est parti. Pour cela, nous savons que la taille d'un homme moyen est de 1,75 m et sa masse est de 70 kg. Son poids est de 687 newtons. Pour le fil, nous savons que son diamètre est donc de 70 micromètres ou donc 0,07 mm. Son rayon étant de 0,035 mm, sa résistance est de 1,3 gigapascal ou bien encore 1300 newtons par millimètre carré. La formule de la surface est donc S est égal à pi fois le rayon au carré. Du coup, maintenant pour savoir si un homme peut être suspendu à une toile, qu'est-ce qu'on fait, Pauline? Alors, pour commencer, on va calculer la surface d'une section d'un fil qui a pour diamètre 0,070 mm. Donc la formule c'est S égale pi fois r au carré, donc on remplace r au carré par 0,035, ce qui nous donne un résultat de surface égale 0,0038 mm². On effectue alors un produit en croix entre la résistance et la surface pour obtenir la résistance de ce fil qui est de diamètre 0,070 mm. Donc on fait 1300 newtons, soit la résistance d'une section d'un fil qu'on ne connaît pas, 1300 newtons fois 0,0038 divisé par 1. Cela nous donne la résistance du fil de 0,070 mm qui est égale à 4,94 newtons. La résistance d'un fil de soie d'araignée est donc de 4,94 newtons. Il ne nous reste plus qu'à conclure pour l'humain. Du coup, pour cela, on effectue donc un produit en croix entre la résistance et la surface. Du coup, le calcul sera donc 6,87 newtons fois 0,0038 divisé par 4,94 newtons, ce qui nous donne un résultat d'une surface de 0,53 mm². On sait maintenant que pour un homme puisse rester suspendu à une toile, il faudrait que sa surface soit égale à 0,53 mm². Du coup, maintenant, on cherche le rayon de ce fil. La formule de la surface est donc pi fois rayon au carré. Nous, comme nous cherchons le rayon, nous modifions la formule en le rayon au carré est égal à la surface divisée par pi. Du coup, on introduit les valeurs connues. Du coup, 0,53 divisé par pi, ce qui est égal à un rayon de racine carrée de 0,53 sur pi. Et donc, ce rayon sera donc de 0,41 mm. En conclusion, pour qu'un homme reste suspendu à un fil, il faudrait que son rayon soit de 0,41 mm et donc avec un diamètre de 0,82 mm. Donc oui, un homme peut être suspendu à un fil si on trouve un fil suffisamment épais de diamètre 0,82 mm pour qu'il tienne la tête en bas pour pouvoir embrasser Mary James Watson. Pour conclure cette partie, on peut dire que les propriétés surprenantes de la toile engendrées par la composition de celle-ci
on vient des utilités au pouvoir surprenant de Spider-Man. L'élasticité de sa toile et de ses collants sont indispensables pour se déplacer comme une araignée. Et la résistance de sa toile et de sa tête sont nécessaires pour combattre les criminels dans les rues de New York. Pour être plus sérieux, les propriétés de la toile peuvent transpercer les histoires. Car si l'on va dans le gigantisme, il est tout à fait possible qu'un homme se suspende à une toile sans qu'elle ne casse. La composition qui engendre ces propriétés montre donc bien une part de réalité dans la fabuleuse histoire de notre super-héros. Néanmoins, il faut voir dans le gigantisme, mais de nos jours, tout est possible. C'est bientôt l'heure de se dire au revoir. Nous espérons vous avoir fait rêver, vous avoir permis d'imaginer être une araignée qui fait le bien, qui combat les méchants et qui traverse New York. Arrête, tu vas me faire pleurer, c'est trop beau. Tu me rappelles mon enfance, quand moi-même je sauvais mes peluches des méchants pirates légaux, en chevauchant les airs, plutôt l'herbe de mon jardin. Tout ça en me prenant pour Spider-Cochon, qui savait monter au plafond. Oh non, Spider-Cochon maintenant. On a vraiment tout traversé dans cette émission. On est passé du moustique à la chèvre et maintenant au cochon. Eh ben, l'homme araignée, il a bien du souci à se faire, hein. Non. Spider-Man est bien plus qu'une fiction. Il est plus qu'un simple super-héros, sorti tout droit d'un comique. Il est plus qu'une araignée qui descend de sa gouttière. Non, Spider-Man et ses toiles ont une vraie part de réalité. Demain, on verra des hommes grimper les murs sans aucun souci. On les verra tisser des toiles sans aucun problème. On les verra sauter de toit en toit après s'être fait mordre par une araignée génétiquement modifiée. On les verra tout simplement sauver le monde. Eh oh, calme-toi. Abuse pas non plus, rêve pas trop, hein. Oui, bon, d'accord, sur certains points, j'exagère. Cependant, le seul frein à cette possibilité est la science. En effet, la modification génétique par une morsure d'araignée radioactive et la transmission du rétrovirus dans l'organisme est... Oui, bon, d'accord, sur ce point, d'accord, cela est peu probable. Mais ce qui suit, car oui, la transgénèse et la micro-injection a bien abouti à un individu doté de nouvelles capacités. Oui, bon, d'accord, c'est juste une chèvre, avec la protéine de la soie qui sortait de ses mamelles. Ça fait pas trop rêver. Mais, en effet, escalader les murs, c'est pas dur si on est bien équipé de gants sétules qui nous permet de grimper même des surfaces lisses. De même pour les propriétés et la composition de la toile de ces petites bêtes à 8 pattes qui a la condition d'être assez épaisse, peut nous emmener de toit en toit, de building en building. Il est vrai que génétiquement, il serait impossible de créer Spider-Man. Cependant, dans le cas où un homme aurait les mêmes pouvoirs que lui, on peut dire que grâce à nos calculs, il aurait la possibilité de grimper au mur ou de tisser des toiles. Mais l'homme arrive à contourner les pouvoirs qu'il n'a pas en créant des outils à sa disposition, en s'inspirant de son environnement, de la nature et des animaux. Par exemple, les gants à l'image des sétules du gecko ou encore des toiles d'araignée géantes. Ou même se servir de ces toiles et leurs propriétés pour des buts plus sérieux, comme dans les domaines de la médecine ou bien militaire, pour fabriquer des matériaux à la fois résistants et élastiques. Mais alors vient la question de la bioéthique. Est-il juste de se servir d'une chèvre en faisant des expériences, en les transformant en OGM, pour seul but de produire une grande quantité de soie d'araignée? Cette question, on ne peut y répondre. D'ailleurs, on a demandé à une spécialiste, Christine Rollard, du Muséum national de Paris, de nous donner son avis sur ces toiles et ces petites bêtes. Écoutons-la. En tout cas, Spider-Man, il regroupe, si tu veux, un certain nombre de caractéristiques de plusieurs familles d'araignées, si tu veux. Par exemple, tu vois, il se déplace sur les murs en arrivant à se coller, quoi. Hein. Or, il y a des araignées, il y a beaucoup de familles d'araignées qui ont des soies au bout des pattes qui leur permettent de se déplacer sur des surfaces lisses. Après, il construit des toiles, tu vois. Il produit des fils de soie. Bon, d'accord, il les produit pas par le derrière. Hein. Oui. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait produire par les mains. Mais que les films qui sortaient à une certaine époque, c'était plutôt de mettre en avant l'araignée sous forme de gros monstres géants. En fait, pour l'époque, c'était au moins mettre quelque chose derrière l'araignée qui était dans un sens plus positif quand même. Tu vois, ouais, mais ils ont quand même, si tu veux,
examiner suffisamment les araignées, le monde réel des araignées pour arriver à le transposer sur leur personnage. Dans les époques du biomimétisme, l'homme a cette faculté, si tu veux, d'essayer de reproduire ce qu'il observe dans la nature. On a fait beaucoup de choses, on a fait des avions avec les ailes de papillons d'oiseaux, on a fait des scratchs avec des plantes qui tu vois, des systèmes de plantes qui se mettaient ensemble. En fait, tu vois, on fait observer, essayer de reproduire des choses. Ils essayent de reproduire à l'heure actuelle la soie d'araignée pour reproduire quelque chose de synthétique. Est-ce qu'ils reproduiront quelque chose qui permet justement, tu vois, d'adhérer à un système, pas forcément l'homme, mais bon, des systèmes que l'homme peut, comme Spider-Man, revêtir pour pouvoir se déplacer? Oui, pourquoi pas? Puisqu'on a bien réussi à faire, je te dis, des choses qui adhèrent. Hein, en observant les geckos, tu vois, les geckos, c'est un truc qu'on a observé pour arriver à reproduire des choses, donc qui collent. Donc pourquoi pas? Mais bon, pas au niveau à l'heure actuelle, au niveau d'inscription génétique, si tu veux, de faire quelque chose de transgénique. Hein, mais bon, jusqu'où on ira, j'en sais rien, mais il faut faire attention quand même, faut pas jouer les apprentis sorciers. On est déjà en train de faire des animaux transgéniques pour les faire produire de la soie d'araignée avec les mêmes qualités. C'est des choses dont on parle depuis très longtemps, d'essayer de reproduire tu vois, de reproduire des caractéristiques, de faire des choses comme ça, de reproduire ce qu'on peut observer dans la nature et sur les autres animaux, sur les plantes, sur des propriétés de minéraux aussi. C'est notre capacité, si tu veux, en tant que mammifère, qui nous distingue un peu d'autres animaux. Hein. On n'est pas supérieur aux autres, mais on a cette capacité-là. Voilà, posez-vous la question. Hein, est-ce qu'on y arrivera ou pas? On est dans cette ère où on a envie d'exploiter un peu la nature, mais jusqu'où posez-vous aussi les limites, en fait, de jusqu'où ira-t-on? On n'a pas à transformer la nature, on a à vivre avec. On est juste un des éléments dans la nature. Pour synthétiser, on peut donc conclure à cette problématique qu'il n'y a pas de réponse exacte et précise. On a pu voir par nos recherches et nos expériences que la part de réalité dans les pouvoirs de Spider-Man est nuancée. En effet, certains points peuvent atteindre le réel alors que d'autres sont complètement fictifs. Mais il ne serait pas compliqué à les rendre réels par des hypothèses ou tout simplement grâce à la science et au progrès de demain. De nos jours, tout est possible. On finira par une citation de William Shakespeare. L'imagination est le commencement de la création. On imagine ce qu'on désire, on veut ce qu'on imagine et enfin, on crée ce que l'on veut. Et surtout, n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif. Il s'envole sur un fil, il préfie du péril. Attention, car l'araignée est là.